Attention, Attends, doucement. Surprise. Hop. Une belle voiture pour partir en vacances. T'as acheté une bagnole? Ah non, je l'ai loué, Guillaume. Grâce à NordVPN. Hop là, je refais. Attends, grâce à un VPN, pardon. Tu l'as loué en France, tu viens d'aller la chercher? Ouais. Et t'étais en Belgique quand tu l'as fait? Absolument. Et tu t'es localisé en Belgique ou en France? En Belgique? Mais ça sert à rien, frérot. NordVPN, ça sert à se localiser dans un autre pays grâce à NordVPN. En haut à droite, tu sais, tu cliques sur le drapeau. Moi, j'ai fait Belgique. Bah oui, le but du jeu, c'est de te localiser dans le pays dans lequel tu vas aller chercher la voiture. Par exemple, tu pars en vacances en Espagne. Et bah, tu te localises en Espagne, tu vas payer beaucoup moins cher que si tu étais de Belgique à distance sur un site. Ok. C'est hyper bien quand tu pars en vacances. Tu reprends le forfait. Le forfait, tu l'as toujours. Oui, bien Voilà, sûr. bah, si pareil, t'as bien fait. Tu vas sur nordvpn.com/leqg, t'as l'offre à 3 € par 3 mois, €, t'en parles à ouais, tes ça potes, fait machin, on a une super offre. 7 essais remboursés pendant 30 jours. Et grâce à ça, tu pourras louer des voitures beaucoup moins chères. Là, tu t'es fait avoir. Bah, c'est bien. C'est bien, mais tu belle pourras voiture, payer- n'empêche, belle Ça voiture. sert à rien Ouais, c'est si ça. tu localises pas, tu vois. putain, C'est ça qui est hyper C'est un peu intéressant avec compliqué, parce que NordVPN. moi j'ai les habitudes de... Soyez bienvenus. Merci d'être là. Bonsoir. Ouais. Une nouvelle aventure du QG parce que ça va être sur le thème de l'aventure. Exact. aujourd'hui. Toujours dans le futur, Jimmy Labeu. Non, c'est pas la meilleure, celle-là. C'est la pire vanne que Vous savez quoi? En fait, pour vous dire, sur mon bureau, j'ai des jetons de poker. C'est la vérité, hein, avec toute mon équipe. Et quand on fait une mauvaise vanne, on a un nombre de jetons maximum par semaine. Et là, ils viennent de me dire jetons dans l'oreillette, bande de bâtards. On a une invitée exceptionnelle Exact. aujourd'hui qui s'appelle Enora Cham, qui était membre de l'ONU au renseignement, qui a fait des missions en Syrie et dans d'autres pays exceptionnels. Elle est partie 4 mois en Syrie, elle va nous raconter son aventure. Elle s'appelle Enora Cham. Merci beaucoup de Hop là, pardon. venir jusqu'à nous aujourd'hui. C'est une des premières émissions d'Enora Oui, qui n'a tout à pas fait. vraiment l'habitude de parler. C'est pas vraiment le principe de votre métier. Non, c'est pas ma zone de confort, on dit. C'est pas votre zone de ouais, c'est confort. ça. C'est un pseudo Oui, pour raison de sécurité. oui. Parce que Enora Cham, le Cham, c'est une partie de la Syrie. Le Bilad Hacham, c'est la grande Syrie. C'est la grande Syrie. Voilà. Et Shams en arabe, ça veut dire soleil. Et Enora, ça veut dire honneur en breton. Ok. Et petit soleil. Donc j'ai combiné tout. Et ça fait Enora Et ça Cham, fait Enora Hacham. qui a sorti un livre, Quand s'avance l'ombre, mission à haut risque en Syrie, au cœur des Katibas, des rebelles de l'armée syrienne. Une femme officier du renseignement raconte chez Mareuil Éditions qu'on embrasse. Et donc vous racontez cette mission qui dure 4 mois. 120 jours. Et qu'est-ce que c'est que cette photo en bas à gauche là? Je me suis posé la question avec l'équipe. C'est de l'eau. C'est une... Alors tout d'abord, j'avais demandé à mon... Ouais, c'est de l'eau. Il y a un mec fort. Non, c'est ici, Jimmy qui c'est dit ça. toi, ouais, ok, super. Il n'a pas assumé sa blague. Du coup, il a dit tout doucement, c'est pour ça que t'as cru que c'était quelqu'un de public. Salaud. Donc c'est de l'eau, voilà. Non, en fait, c'est une photo que j'avais demandé à mon éditeur, comme un service, de ne mettre aucune destruction sur mon livre, aucune photo de destruction de la Syrie. Et donc cette vue-là, elle est prise d'un très bel endroit qui s'appelle Qalar al-Jaber. C'est près du lac, ce grand, immense lac là. Ah, c'est Ça un lac? Ouais, ça s'appelle le lac Assad. Et c'est près d'un immense barrage qui est près de Raqqa, la ville de Raqqa. Donc peut-être vous avez entendu parler de Raqqa. Et en fait, quand ils ont réhabilité ce vieux château, ils ont fait une petite briqueterie. Et ce petit rail là, il aidait à rénover cette forteresse. Et c'est un endroit qui m'est très cher parce que j'y ai emmené mon père et dans le livre, c'est le moment funeste où j'ai énervé des services de sécurité. Vous allez nous raconter un peu votre vie, de toute façon. Parce que vous avez un parcours très particulier, Oui. même au sein des armées. Oui. Vous êtes passé dans plusieurs corps d'armée, hein, si je dis pas de bêtises. Non, c'est-à-dire que mon recrutement était un peu particulier au départ. Et ensuite, c'est la vie qui a fait que j'ai choisi un peu toutes les missions qui se présentaient. Et petit à petit, ça m'a emmené sur des rails complètement différents de ceux de l'armée de l'air à laquelle j'appartiens toujours. Mais effectivement, c'est un peu un ovni, un parcours. Parce qu'il y a des ponts très bizarres dans la carrière, et à chaque fois, c'est par le hasard de la vie, je me suis Oui. retrouvé là-bas. Je fonce. Voilà. Non, mais de toute façon, vous n'allez pas raconter évidemment des trucs secret défense dans le Non. livre. Par contre, vous essayez de donner un maximum de détails sur ce que fait un membre de l'ONU au renseignement, finalement, c'est ça? Un officier de renseignement de l'ONU. Oui. On commence toujours par le CV de l'invité. C'est des petites questions simples, réponses simples, histoire de se connaître un petit peu, d'accord? Alors, facile, nom, prénom et âge. Enora Cham, 51. Lieu de naissance, Madagascar. Madagascar. Putain, vous avez une vie... Ouais, dès le début. Ouais, j'avoue. Et en plus, il y a un coup d'état quand je suis née, ça va bien, j'avais la bonne étoile tout de suite. Ah, c'est vrai? Ok, Ouais, ok. ouais. Profession. Militaire, officier. Profession des parents. Anciennement dans l'éducation nationale. Rien à voir avec votre métier. Rien, il n'y a pas un militaire dans ma famille.
Et mon père était commissaire aux comptes. D'accord, oui, ok, donc rien à voir. Alors, situation familiale. Célibataire. Revenu fiscal déclaré. Je sais pas, mais par mois, à mon grade, on gagne environ 4 600 €. D'accord, ok. Il est public le salaire ou pas du tout? Oui, c'est pour les Ouais, c'est pour ça, tous ouais. les militaires ont le même salaire. Ouais, Vous êtes quoi comme grade? Colonel. Ah oui, donc vous avez ok, très Voilà. bien. Et tous les militaires ont un même salaire, hors les primes. Après, tout dépend ce que vous Oui, faites comme évidemment, spécialité, ouais. vous avez des primes. Ouais. C'était armée de l'air ou marine? J'ai fait mon service militaire dans la marine. Mais j'ai rejoint ensuite l'armée de l'air. D'accord. Donc vous êtes colonel à l'armée de l'air encore? Voilà. D'accord, très bien. On ne vous appelle pas mon colonel, on est d'accord? On peut pas dire mon, parce que mon, c'est monsieur. Il y a Bah. des limites quand même. Ah oui, mon colonel. Pour une femme, vous dites colonel. Colonel. Ah oui, d'accord, ok, très bien. D'accord. Mon, c'est monsieur, c'est l'abréviation de monsieur. On vous appellera comme ça alors, colonel. Non. Et non, c'est Ah, je plaisante. Point sur le permis de conduire. tout, j'ai tout. Bravo. Est-ce que vous avez... Mais il a l'air complètement surpris. Mais lui, il s'en y a fout, quand les même Belges, il des n'y a gens- pas de points, les J'ai pas de Belges. points, Les c'est pas le permis donc. Ils ont tout compris, les Belges. Je compte On a que Bonsoir, des- on a monsieur. que des amendes, nous. On a que ça. Je préfère avoir que des Ouais, amendes c'est et ça, pas c'est de mieux, points. c'est mieux. Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal sur vous dans la loge? Je pense pas. Elle réfléchit, ouais, c'est bien. Pas Elle a aujourd'hui. quand même réfléchi. Dernière fois que vous avez eu affaire à la police. Hier soir. Pourquoi? Parce que je faisais un pot avec des policiers. Ah, ok. C'est bien, c'est très bien. Je suis bien, attendez là. La dernière fois que vous avez eu peur pour votre vie? Je peux parler d'une peur rétrospective. Hein. Parce que la peur, en fait, sur le moment, on est trop occupé à réfléchir. Sur le moment. Mais il y en a une que je raconte, alors j'exploite pas trop dans le livre, mais c'est à Homs. À un moment, je suis dans un hôtel, dans mon hôtel, et il y a un incident chimique. Et donc le vent apporte des produits chimiques. C'était pas des armes chimiques, mais je pense qu'un stock de quelque chose a dû être atteint dans les tirs. Et moi, en fait, je prends de ça, je m'en rends pas compte, mais je passe toute une nuit paralysée, avec tous les symptômes de quelqu'un qui a été intoxiqué aux armes chimiques. Oui. Ah oui. Et ça, en fait, j'en ai gardé une peur. C'est la seule peur que j'ai gardée, de découvrir un petit peu de l'horreur que c'est de mourir de ça. Et depuis, je suis incapable de faire un... Vous savez, dans l'armée, on fait des drills, des entraînements au NRBC, au chimique et tout, avec des masques et tout. Et là, non. Et en fait, je suis incapable de retenir une consigne. Et dès qu'on a fini de me briefer, j'oublie tout. Parce que mon cerveau a juste pas envie du tout d'être en contact avec ça. Ouais, Ouais, traumatisme. Est-ce un que peu. vous avez respiré un produit, vous étiez paralysé après? ouais, je raconte dans le livre que... Alors, je bavais. Bon, c'est pas glamour, hein. On a dit que... je bavais beaucoup, hein. Et j'avais la nuque toute raide. Puis petit à petit, j'étais paralysée. Et le matin, ça allait mieux, parce que je pense que j'ai dû prendre une petite dose. Mais toute une nuit, ça m'a fait comprendre ce que c'était. Ah ouais, donc on peut rester paralysé une nuit avec... Bah moi je l'étais, enfin de toute façon je pense que je pense que j'étais pas très lucide parce que sur le moment j'éprouve pas de la peur, ce qui prouve que j'étais vraiment pas lucide. Mais le Vous n'avez lendemain, jamais peur sur le moment? De rien? Si, Si, quand même. Si, mais ensuite ça s'en va quand le danger est passé. On va revenir sur votre vie parce que vous avez fait pas mal de choses. Une petite dernière question pour finir le CV. Et puis, Si vous aviez fait un autre métier, pardon, ce serait quoi? Ça aurait été quoi? Alors d'abord j'aurais bien, admettons que si j'avais pu être un homme, on va dire, ça ouvre plus de portes. Hein. J'aurais bien aimé être policier, mais raid, BRE, ce genre de choses, ça m'aurait bien plu. C'est quoi la première chose que vous faites chez vous en rentrant de 4 mois de Syrie et en ayant eu très peur plusieurs fois? J'ai dormi 1 an à l'école de guerre. Comme stagiaire à l'école de guerre, j'ai pioncé pendant... Non, pas 1 an, mais... Ça fait beaucoup, non? C'est une bonne nuit. Après, je pionçais parce que je m'ennuyais, mais au début... Pour 4 mois de mission tellement intensive, c'est pour vous imaginer Non, ce qu'elle va raconter. J'ai beaucoup dormi, en fait. J'ai beaucoup dormi. Tout le monde disait, mais elle dort quand même beaucoup, cette femme-là. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que c'était probablement un contre-coup, en fait. Et donc, je dormais beaucoup. Vous dormiez partout ou dans le lit seulement? Écoutez, quand vous êtes à l'école de guerre, les sièges sont tellement confortables. Vous dormez, enfin... N'importe où? Non, pendant les cours. Ah, c'est vrai? Bah, oui. On va reprendre la vie pour comprendre parce qu'il y a beaucoup d'infos. Né en 71 à Madagascar, donc malgache. Ouais. Non, française. Non, mais oui. Né, Attention, oui, monsieur. c'est vrai. Vos parents déménagent en France. Alors, vous êtes encore bébé, c'est ça? Oui, je suis très jeune, j'ai pas eu de souvenirs. Ensuite, collège, lycée, on va dire comme tout le monde. Oui. Rien de notable, de particulier. Non. Vous partez ensuite en Angleterre. Oui. Vous avez déjà beaucoup de pays, alors qu'elle est seulement à l'école. Vous allez faire quoi en Angleterre? Une année à l'étranger pendant ma scolarité. Ah oui, pour parler un peu anglais, Voilà, etc. c'est ça, oui. Ensuite, Sciences Po, Oui. en France. Vous voulez faire quoi comme métier pour aller à Sciences Po? Moi, je voulais être Anne Sinclair.
Voilà. C'est pas un Anne métier. J'avais 15 ans, je voulais être Anne Sinclair. Et puis ensuite, Sciences Po, moi, j'ai tout m'attirait en fait. Je ne savais pas du tout vers quoi m'orienter à la fac. Je voulais tout faire. Ok. Et Sciences Po, c'était pratique parce qu'en une seule école, vous faisiez beaucoup de choses. Et il y a un prof qui vous dit, attention, à Sciences Po, il vous dit, t'aimes le Moyen-Orient, mais on n'envoie pas les femmes là-bas parce que les talibans négocient pas en gros avec les femmes. Non, c'est pas ça. C'est le Quai d'Orsay qui négocie pas avec les femmes, mon ami. À cette époque-là, donc c'était il y a longtemps, hein, il y a 25 ans. Et après Sciences Po, moi, je m'étais inscrite en pré-PENA, préparation à l'ENA, pour pouvoir faire les concours du Quai d'Orsay et travailler au Moyen-Orient avec le Quai d'Orsay. Et c'est là qu'un ambassadeur, qui était un prof, m'avait dit, écoute, à l'époque, le Quai n'enverra pas une femme qui a aucune connexion comme toi, politique ni rien, elle n'enverra pas une femme. Donc, trouve-toi un autre moyen d'arriver au Moyen-Orient. Ok. Il n'y avait pas de talibans, hein, c'était le Quai d'Orsay. Hein. C'est le Quai d'Orsay. Ouais. Et après Sciences Po, vous tentez pas le concours de l'ENA, c'est ça? Mais non, puisque la porte est fermée aux femmes, pour ce que je veux faire. Ok. Et vous faites directement le service militaire pour l'armée de l'air, du coup, c'est là? J'ai fait mon service dans la marine, mais c'était une question de timing. En fait, c'était la marine qui, à ce moment-là, pouvait me faire mon service militaire. Ok, parce qu'il y avait plusieurs armées, c'était compliqué de comprendre. Ouais. Et vous dites qu'être une femme là-bas, c'était difficile. Ouais. Pourquoi? Vous étiez pas beaucoup? Surtout à l'époque, hein, il y a 25 ans, les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, il y a énormément de cursus qui se sont ouverts. C'est une nouvelle génération de filles qui arrivent, elles sont physiquement hyper affûtées. Enfin, tout le monde a sur son appli, là, vous avez des trucs de sport, de coaching et de machin, vous avez tout ça. Bon, bah, maintenant, les filles, elles arrivent. On l'utilise pas, mais on les a, quoi. C'est tellement vrai. Ah mais vous n'êtes pas une fille en fait. Et en fait, donc elles arrivent, elles font de la boxe, des sports de combat, tout ça, elles savent où elles veulent aller. C'est une complète autre génération. Parce que vous faisiez pas ça, vous, à l'époque? Alors nous, on allait, pour s'entraîner à 25 ans, on est à la piscine municipale, le bassin d'eau froide, puis on courait autour d'un stade. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, c'était pas pareil. Pas partout, non, il n'y avait pas le l'entraînement, crossfit et les machins. Et vous étiez sur le porte-avions Clémenceau? Ouais, j'ai fait un stage à la mer sur ce porte-avions. Vous Ouais. étiez pas beaucoup de femmes? J'étais toute seule. Vous étiez toute seule sur combien d'hommes? De 2000, je crois. Ouf. Ouais, bah écoutez, il faut voir grand. Hein. Ouais. Vous étiez la seule femme? Cela dit, pour ma sécurité, on m'a mise dans la prison du bateau. Non, c'est vrai? J'ai tout fait dans la prison du bateau. Dans la prison du Ah bateau? bah, j'étais hébergée dans la prison du bateau. Il n'y avait pas de chambre pour femmes. Ah oui, pas des chambres seules, en fait, en Ouais. gros, c'est ça. Ah, pas de oui. chambre, Mais c'était peinard, hein. Grande chambre, sympa, avec un petit bureau. jacuzzi. Mais vous devez être quand même sacrément dur, ou en tout cas mentalement, pour... Oui. On est d'accord, hein? Oui, oh oui. Oui, oui. Parce que vous avez vécu des choses, et puis même pour être la seule femme face à 2000 hommes. Ouais, face à 2000 hommes, c'était pas non plus c'était pas les le rugby. ennemis, ouais. Enfin, on n'était pas. Non, non, mais c'est difficile. Oui, c'est comme je si toi, comprends. tu te retrouvais tout seul Avec 2000 femmes, super. Génial. J'achète direct. Non mais je comprends ce que tu veux dire. Ça va pas être... Et vous racontez dans le livre être volontaire pour toutes les missions qui s'annoncent difficiles. Tout. Parce qu'on avait tellement aucune porte d'ouverte. C'était tellement. Moi, je faisais partie. Alors, c'est un peu technique, mais je faisais partie de trois groupes de gens relativement méprisés à l'époque. Donc déjà, j'étais une femme. J'étais non pilote dans l'armée de l'air et j'étais recrutée sur diplôme sans passer un concours militaire. Alors autant dire que j'avais toutes les cases de ce qu'il fallait pas avoir. Allez, 25 ans, hein, ça a changé encore. Et donc pour pouvoir partir en mission, pour pouvoir apprendre, eh bien je postulais pour tous les stages, toutes les missions. Est-ce que vous appelez Indiana Jones à l'armée? Ah, c'est plus tard, ça c'est quand j'étais à l'ONU. Je crapautais tellement dans tous les pays du Moyen-Orient que tout le monde m'avait appelé Indiana Jones. Et donc officier de renseignement après pour l'armée, ça veut dire quoi concrètement? Ouais, c'est pas du tout le bureau des légendes. Déjà, on commence comme ça. Ça se rattache à des centaines de métiers et c'est, en gros, pour résumer, trouver tous les indices, tous les éléments qui relèvent de la sécurité de la France, qui mettent en danger la France ou ses intérêts, quand on est officier de renseignement français. Et puis ensuite, vous les exploitez, vous les analysez, puis vous les transmettez à des gens qui décident, et qui décident de ce qu'ils doivent en faire et de la façon dont on protège la France. Donc je vous propose qu'on fasse un tableau avec les « j'ai déjà ». Je vais vous proposer des situations et Jimmy, vous allez nous dire si vous avez déjà, si vous n'avez jamais fait. Et si vous ne pouvez pas le dire, il y a une colonne secret défense, vous mettez sur la colonne secret défense, d'accord? D'accord. Et comme ça, quand vous avez, vous pourrez nous raconter si ça vous est déjà arrivé. D'accord. Vous êtes d'accord? Allez, on y va, c'est parti. Alors, tiens, Alors, sauver quelqu'un. est-ce que vous avez déjà sauvé quelqu'un Oui, lors d'une mission? Oui, Non. déjà, du coup. à la piscine.
Bah, c'est sauver quelqu'un. À la piscine. C'est Ouais. c'est le sauvetage. Hein. C'est-à-dire? C'est ma sœur qui se noyait. Ah bah voilà. Elle était pas. Pardon, ça compte quand même. Ça arrive, bah oui, bien sûr. Vous les sauvez comment? Bah, j'ai sorti de l'eau. Ah oui, non, On a mais... mis quand même la Bah, on est confiance. dans Vous auriez pu faire du bouche à bouche ou les massages, etc. Machin. Vous apprenez tous ces gestes-là avant de partir en mission? Oui, on essaie quand même de se former au secours de combat, un petit peu quand même. Au secours de combat et au Ouais. combat ou pas du tout? Quand on est au renseignement, est-ce qu'on apprend quand même un peu à tirer au minimum? Bah, si vous êtes militaire, vous apprenez les bases. Maintenant, je suis pas commando. Enfin, Oui, c'est ça, oui. Ouais. Mais il y a d'autres personnes Les pour bases. ça. voilà. Est-ce que vous avez déjà été kidnappé? J'ai été embuscadée et gardée. Oui, Oui, ok. oui. C'est en Syrie? Ouais, c'est en Syrie et puis mon équipe a été prise en embuscade par Al-Qaïda. Donc ça vous est déjà arrivé? Embuscadée plus que kidnappée, ça. Voilà. Alors, piloter un avion. Non, mais j'ai déjà été volé dans un Mirage 2000, un Jaguar et un Mirage F1. Ça compte? Je sais pas c'est quoi, mais ouais. Ouais, vous avez fait l'avion de chasse? Oui. Pour des déjà. missions? Non, pour me. Bah, j'étais dans l'armée de l'air. Ah non, ouais. J'ai, hein. J'étais On a pas bien. piloté, quoi. Entre les deux. J'étais bien vue voilà, à l'époque j'étais dans les pilotes me proposaient si je voulais d'être dans des avions biplaces et puis ils me faisaient voler et donc j'ai découvert comme ça des missions d'attaque au sol, de combat aérien, de Ah oui, d'accord. reconnaissance. Mais ouais. vous avez fait des attaques au sol dans l'avion? Ah oui, c'était des vraies missions grâce à là-bas, l'avion, quoi. Oui, J'ai pas d'entraînement. j'ai beaucoup vomi, c'était. Ah oui. Ouais, beaucoup vomi. Est-ce que vous avez déjà survécu à un attentat? Bah, c'est possible. C'est possible. Il Ouais. doit se passer beaucoup de choses aujourd'hui pour pas être Quand sûr on de dit ça. c'est possible. Si, ouais. Bon, j'en ai vu beaucoup, on va dire. Au milieu. hop. Changer d'identité. Oui, un Ah oui. petit pseudonyme. Je fais pas du travail clandestin. Hein. Encore une fois, c'est pas le bureau des légendes. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu peur pour votre vie? Oh, oui, Oui. oui. Régulièrement quand vous faites des missions? Régulièrement, non, on part pas en mission pour avoir peur quand même. Celle-là, elle est quand même un peu extrême hein, comme mission. Mais j'ai déjà eu peur, oui. Très bien. Tuer quelqu'un. Pas volontairement, mais mon compagnon dit que d'après ce que je lui fais en cuisine, ça peut compter. Ouais. Donc non. mec, je l'ai jamais, ouais. Est-ce que c'est déjà commis une faute grave? Est-ce qu'en mission, pense. parfois, on Moi, ne respecte pas un ordre parce que ça se passe pas comme prévu ou... j'ai déjà désobéi. Ah oui, c'est vrai? Ah, oui. Et en toute connaissance. Alors moi, je suis très loyale. Donc non seulement je dis quand je désobéis, c'est pour des choses vraiment graves. Hein. Ouais. Mais même je préviens. C'est quoi, par préviens. exemple, comme... Je dis que je vais refuser un ordre. Oui. Et c'est quoi comme genre d'ordre qu'on peut pas respecter sans donner trop de détails? Secret défense. Ah, voilà. D'accord. Est-ce que vous avez déjà reçu une proposition pour être agent double d'un autre État? Non. Jamais? Non. Très bien. Ah bah, on vient de le dire. Bah, désobéir aux ordres, bah oui, du coup. Merci beaucoup pour le tableau de... Merci beaucoup pour la précision. On a bien fait de mettre une case secret défense finalement. Ouais, il y en a une. On vous demande quand vous sortez un livre comme ça, quand vous êtes à l'armée, ce qu'il y a dedans pour vérifier ou... Alors moi, je suis quand même une grande fille. Et je sais pas si vous avez vu, il y a 2 généraux quand même qui préfacent et pas des moindres. Exactement. Voilà. Et donc en fait, les lignes rouges impératives, c'est de ne pas trahir des secrets d'État. Et le manuscrit, moi, je l'ai transmis aux armées. Et on ne m'a pas interdit de le faire, mais il s'agit d'une mission il y a 10 ans en Syrie avec l'ONU et sans armée française. C'est quand même le coup. Oui, c'est quand même... On va me montrer des photos. J'ai vu que vous aviez prononcé le nom d'une ville arabe tout à l'heure avec un très bon accent. Vous parlez arabe? J'ai appris l'arabe, donc je suis arabisante mais pas arabophone. Et pendant la mission, quand je suis arrivée en mission là, ça faisait 10 ans que j'avais fini d'étudier l'arabe. Donc je me suis débrouillée comme je pouvais avec Assimil toujours en main, des interprètes, demander... À l'INALCO, non? Vous n'étiez pas à l'INALCO? Oui, j'ai fait ça. Mais en fait, on l'apprend un peu comme une langue morte à l'INALCO. Et puis le problème, c'est qu'au Moyen-Orient, vous avez plein de dialectes. L'INALCO, c'est l'Institut national des Ouais. langues et civilisations orientales. Voilà. Et quand vous apprenez l'arabe classique, vous parlez comme un imam, quoi. Donc c'est ridicule, globalement. Il faut apprendre plein de dialectes. Et moi, j'ai beaucoup oublié, là. Il me reste quasiment plus rien. Il faudrait que je m'y remette. Et vous mais, parlez quoi comme autre langue? Je parle anglais. Je parle anglais assez bien, ouais. Anglais, arabe et français? Mais je peux pas prétendre que je parle arabe du tout. Mais Parce que j'ai tout oublié, j'ai beaucoup oublié, ouais. Et après, c'est en 2004 que vous découvrez la Syrie, c'est Oui, ça? oui. En tant que capitaine pour l'armée française, j'ai Oui. noté. Et vous dites la Syrie est mon Graal, vous êtes tombée un peu amoureuse du pays? Ouais, parce que la Syrie, c'était un pays mystérieux. C'est un peu comme l'Iran.
Il y a très peu de gens qui y vont, c'est des pays très fermés, très secrets. Il n'y a aucun militaire qui va quasiment, il n'y a pas de mission. C'est pas comme en Afrique où il y a une mission toutes les 20 minutes. Et donc c'était le pays le plus secret, c'était le pays que je voulais vraiment connaître. Et après je suis tombée vraiment amoureuse du pays. On a des photos de vous. Ça c'est à Alep. Ça c'était en quelle année, 2004? Je sais pas. C'est toujours très vague. Hein. Non, vraiment, oui, environ. Une photo de vous dans le désert aussi, c'est très beau. Alors, Ouais, ça c'est ce que j'aime faire. Et alors, ça, c'est chez moi. Voilà, on est chez moi, je vous fais visiter mon salon. Mon salon, ouais, que j'allais dire. Ça, ça vous c'est êtes, chez moi. bien et là-bas. on vient pas me déranger là. Vous aimez être seul, vous êtes solitaire de base? Je l'ai beaucoup pété. Et maintenant, je découvre à mon grand âge que c'est vachement sympa d'avoir des potes en fait. Ouais. Parce que dans le bureau des légendes, non, ça n'a rien à voir. Ah. Mais c'est des carrières militaires. Bureau des légendes à la DGSE, et on se rend compte qu'il est assez seul finalement le personnage. Nous, c'est la seule vision qu'on ait de. Ouais, non, c'est de pas ce la métier. même, c'est pas la même solitude. Moi, je suis quelqu'un qui naturellement suis solitaire. De base, quand même. J'ai beaucoup voyagé seul. En fait, je suis moins mal solitaire que parfois avec des gens. Mais du coup, maintenant que j'ai découvert qu'on pouvait aussi être avec des gens de qualité, que c'était quand même vachement sympa d'avoir des copains, des potes de Et partout. vous avez réussi à avoir une vie de famille? Non. Impossible? Non, impossible. Parce que le métier l'interdit? Pas du tout. Enfin, pas l'interdit, mais le rend impossible, entre guillemets. Parce que moi, ce que j'ai choisi de faire l'a rendu impossible. C'est-à-dire? Écoutez, je suis toujours en mission. La stabilité, ouais, c'est ça. Je suis toujours en mission, je sais pas si je vais revenir en bonne forme ou pas. Si c'est pour faire des enfants et jamais les voir, et en plus quand vous revenez peut-être abîmés, etc. Enfin moi ça. Et puis aussi je m'entends pas super bien avec les enfants en fait. J'aurais peut-être dû commencer par là. Ah, c'est vrai? Ils m'énervent. On peut mettre directement la photo 8 qui est numérotée, s'il vous plaît. Je crois que c'est Palmyre, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est malheureusement, ça n'existe plus. Je n'ai pas voulu voir ce qu'il en restait. Je crois qu'ils l'ont. Enfin, J'ai pas voulu voir. vous n'avez pas voulu voir? Non. Parce que c'était des ruines antiques de l'époque. Et c'était en C'est Syrie. aussi chez moi d'ailleurs. Ok. Alors, Ça c'est ma salle à manger. je crois qu'il y a la photo numéro 10, la photo d'après, s'il vous plaît. Ça Ok. c'est Palmyre. Et en fait, si vous regardez cette photo que vous mettez ici à notre place, il y a des temples ici magnifiques. Et puis tout en bas, là, entre les colonnes et le château, vous avez des tombeaux qui sont... Vous voyez un tout petit truc carré là-bas? Ouais. Bon bah voilà, il y a des tombeaux comme ça qui sont comme plantés, comme si c'était tombé des cieux, paf. Et avec à l'intérieur, vous avez, quand vous rentrez dans ces tombeaux, vous avez des visages en pierre partout qui vous regardent dans des niches. C'est vraiment impressionnant. Mais je ne sais pas ce qu'il en reste et je ne veux pas le savoir. Il y avait une prison là-bas, c'est ça que vous disiez dans Et le livre? complètement extérieur du site, ça n'a rien à voir. Il y avait une des pires prisons du régime syrien. L'une des pires, vraiment un mouroir. Qu'est-ce que vous appelez un mouroir? On a du mal à imaginer. Eh ben, écoutez, il y a un Paris. livre qui raconte ça, qui s'appelle 13 années dans les prisons syriennes, qui décrit exactement l'enfer sur Terre qu'était Palmyre. C'était vraiment l'une des prisons les plus dures, les plus violentes, les plus inhumaines. Et on n'en sortait pas, on devenait fou. C'était assez rare les gens qui en sortaient. Et j'en ai connu quelques-uns qui en sont sortis. Bon, ils n'étaient plus les mêmes du tout après. Il n'y avait pas de plafond, il y avait des gens qui surveillaient tout le temps. Tout était fait pour la souffrance psychique et physique maximale. Et vous l'avez vu ça? Je ne suis pas rentrée dans cette prison. Aujourd'hui, elle n'existe plus en fait. L'État islamique l'a détruite. Ce qui est d'ailleurs très fort comme symbole. C'est-à-dire que l'État islamique, le premier truc auquel ils ont pensé pour se faire copain avec la population, se faire intégrer, c'était de détruire la prison de Palmyre. Vous étiez observatrice, donc ça s'appelle observatrice pour l'ONU. Oui. Ça consistait en quoi cette mission de 4 mois? Et on va rentrer vraiment dans ce que vous avez fait. Alors, c'était dans le cadre d'une mission de maintien de la paix. Mais on est quand même d'accord qu'il faut quand même qu'il y ait de la paix pour ça, pour maintenir la paix. Or, la Syrie de 2011 à 2012 a commencé à basculer dans la violence de plus en plus. Alors, tout est parti d'enfants qui avaient tagué le mur de leur école et les services syriens ont réagi comme ils faisaient. Ils ont torturé les enfants, ils en ont tué un, ils ont brisé tous les os, ils ont arraché les ongles des autres et ils ne rendaient pas les enfants. Or, à Dera, c'était une zone de tribu. Et donc, les pères de famille sont allés demander leurs enfants en disant ils n'ont fait qu'écrire sur un mur Bachar et la révolution inspirée par les autres révolutions arabes. Et quand ils sont arrivés, les autorités leur ont dit mais des enfants, vous avez qu'à en faire d'autres. Puis si vous n'arrivez pas à en faire d'autres, vous avez qu'à nous envoyer vos femmes et nous, on vous en fera d'autres. Bon, ça a un peu mis le feu quand même, hein, dans la région. Et ça a tellement mis le feu qu'à un moment, l'ordre a été donné de rendre les enfants. Et l'état dans lequel ils étaient a été l'un des déclencheurs de la révolution syrienne.
Ah waouh. Voilà. Et vous partez à ce moment-là? Et donc, alors, les choses se dégradent de plus en plus. Il y a des manifestations toutes les semaines. L'État tire dans les gens, donc effectivement, donc ça croît. L'État n'arrive pas à remettre le mur de la peur suffisamment pour maîtriser ces manifestations, ouais. mais qui sont pacifiques. Hein, il n'y avait pas une arme là-dedans. Et les choses se dégradent comme ça pendant 1 an. La rébellion commence à s'organiser, à avoir des armes, et on sent que la Syrie part vers la guerre, que c'est presque inéluctable. Et là, il y a un tout petit créneau diplomatique minuscule que les ambassadeurs arrivent à avoir entre les Russes, les rebelles, etc. Bachar accepte. Et ce minuscule créneau, l'ONU décide d'envoyer tout de suite 300 observateurs. C'est tellement ténu comme chance d'arrêter la guerre qu'ils sortent les observateurs d'autres missions qui existaient. Ils envoient tout le monde en Syrie à toute vitesse en disant voilà, il y a un cessez-le-feu, on envoie des observateurs et ils feront des comptes rendus, des rapports disant ben voilà, les chars ont bien désarmé, les armes lourdes sont sorties des... Bon, ça dure 1 mois. Vous étiez la seule Française sur 300? À ce moment... ouais. Ouais, ok. Ouais. Il devait y en avoir une... peut-être civile à Damas, mais elle est partie, je ne sais plus. D'accord. Et en fait, moi, à ce moment-là, je ne suis pas encore sur place. Et les premiers observateurs arrivent, s'installent et la violence baisse. Et on pense que c'est bon, qu'il y a une chance. Et puis petit à petit, ça redéraille. Et à ce moment-là, j'arrive, il est 3 semaines plus tard. Et la violence, je pense que la venue de l'ONU fait exploser la violence. Tout simplement parce qu'on devient un enjeu. On est là, on a des yeux comme les journalistes en ce moment en Ukraine. On est un enjeu de guerre en fait. Et donc toutes les manipulations sont permises, toutes les propagandes, les mises en scène. Et chacun essaie de faire croire, et essaie de nous faire croire que l'autre est encore plus méchant que lui. Et donc nous, on en est conscient quand même. On sait qu'on est très manipulé dans ce qu'on voit. Seulement le problème, c'est qu'on voit plus beaucoup de paix au bout d'un moment. Et donc ça correspond à quoi? Je sais que j'ai noté moi en 2005, vous dites au Liban, vous êtes confronté à la mort d'un camarade. Ouais. C'est ça le commandant Jean-Louis Vallée. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Là, rien à voir. Il a été tué par un char israélien. D'accord. Par un Israélien. C'était le Hezbollah avait fait une attaque contre Israël. Ils se sont expliqués. Et puis quelques heures plus tard, la patrouille est passée et un char israélien a tiré sur la patrouille de l'ONU. Ah oui? Oui. Oh, wow. Aux fléchettes. C'est quoi les fléchettes? C'est des armes à sous-munitions. Et donc en fait... c'est quoi une sous-munitions? C'est des armes qui larguent d'autres armes. Ok. Et ça fait beaucoup de dégâts. Et en fait, les fléchettes, vous avez une multitude de petites fléchettes qui vous rentrent dans le corps. Ça vous transforme quand même en bouillie. Ou en tout cas, ça vous tue. C'est pas en bouillie, mais... Et donc, ils l'ont tué comme ça. Je ne connaissais pas du tout ce genre de fléchettes. Ouais. Et vous dites dans le livre, page 36, dire que mes parents pourraient ainsi se trouver devant ce tiroir et me voir ready, exsangue, laide. Ouais. Ça vous a fait un choc de le voir? Ouais, parce qu'en fait, des morts, on en voit, bon, c'est une chose. Mais quand c'est un camarade, tout à coup, c'est plus du tout pareil parce qu'on se voit à sa place et la mort est très laide. Elle pue, elle est laide. Et vous vous voyez là et vous vous dites, mais mes parents pourraient me voir de cette couleur, de cette façon. Et c'est impossible de ne pas se voir à sa place. Ah ouais. Et ça vous reste quand même un peu parce que vous pensez pas tellement vous. Vous vous dites, ma famille pourrait me voir comme ça. Ah oui, c'est plus les autres en fait, oui, finalement. En tout cas pour moi. Et c'est après ça qu'on vous diagnostique justement le syndrome de stress post-trauma? Alors, oui, alors... Ouais, et en fait, ça va être le déclencheur. Mais ce qui se passe, c'est que les visions que j'ai, les cauchemars, c'est la mafia qui enlève des enfants devant nous, devant l'OTAN. Pour les emmener à des tout petits enfants, pour les emmener à la prostitution et à ce qu'ils veulent. Et en fait, je revois les petites mains sur la buée de la lunette arrière, les petites mains, et nous qui ne faisons rien. Et en fait, quand mon cerveau vrille après la mort de mon camarade, c'est ça que je revois. Ah waouh! Et c'est régulier les rêves comme ça ou c'est... Ouais, c'est une vraie souffrance. Hein. En fait, c'était très bizarre. Alors, je ne comprenais pas, en fait. Quand on sait pas, quand on n'a jamais eu ça, on ne comprend pas tout de suite. Et donc, j'avais une colère permanente en me disant, mais c'est pas possible, pourquoi je pense à ça? Mais c'est pas possible. Et alors, j'essayais de le chasser. Et plus vous faites ça, en fait, moi, le cerveau, il te dit merde à la fin. Parce que vous avez fait la Bosnie avant, c'est ça? Ouais. Et en Bosnie, vous aviez dû, je crois que c'est marqué aussi, vous avez dû déterrer des cadavres. Enfin, c'était votre rôle? Non, c'était pas mon rôle. Et honnêtement, c'est pas ce qu'on peut penser. C'était pas des cadavres, c'était vraiment des ossements. Et c'était vraiment ce dont la population avait besoin. C'était des charniers, en fait. C'était pas d'ailleurs ma mission principale, mais je l'ai fait presque à titre humanitaire. Parce que les familles étaient tellement en manque de savoir ce qui était arrivé à leurs proches qu'on faisait ça presque à titre bénévole, en fait, pour faire une énorme base de données d'ADN et pouvoir remettre donner aux familles, en fait, les ossements. Et vous pouvez rien faire pour les enfants? Alors, en fait, comme c'est ma toute première mission,
Mais toute première mission, je suis à peine arrivée dans l'armée en fait. Alors moi je me débat, je comprends pas, j'essaie de brailler et tout, et un soldat américain me balance dans une voiture et après on m'explique qu'il vaut mieux me taire et qu'en fait on est entouré, on est menacé et ça j'en suis pas sûre. Ah c'est vrai? Ouais. Et ça c'est des regrets après qu'on a quand on... Bah, c'est plus que des regrets. C'est même pas des regrets. Enfin, je veux dire, et la même chose va se produire en Syrie, c'est-à-dire qu'on emmène des gens devant vous. Donc là, Vous êtes armé, pardon à l'OTAN, on était armés, ouais. pour la Bosnie, etc. Là, vous étiez armé, Ouais. mais pas en Syrie. Quand vous êtes Non. Non. à l'ONU, vous avez même pas une arme de backup Il y a des missions, les mandats de l'ONU sont plus ou moins robustes, comme on dit. Donc vous avez plus ou moins d'armes. Mais là, en l'occurrence, la seule possibilité que les Russes et tout le monde, c'était le plus petite décision commune, c'était ils y vont sans flingue. Honnêtement, ça nous a sauvé la vie. Ah oui? Ouais. Parce qu'on n'a pas fait la bêtise de vouloir l'utiliser au milieu de gens surarmés, etc. Donc on a été obligé d'être intelligent tout le temps, de négocier tout le temps, de réfléchir tout le temps, et surtout pas de sortir son arme, et ça ne nous aurait servi à rien, je pense. On va montrer une photo des 4x4 qu'on a récupérés sur une... 4x4 jetables. Si on peut montrer... des 4x4 blindés jetables. Vous prenez quand même des... Ça, vous étiez dans le 4x4, dans celui-ci on vous tire dessus, celui-ci on voit ou un les autre, impacts, je sais plus. voilà. Ensuite, on le voit, je crois, un peu surélevé. Voilà, il est embarqué. Là, on voit vraiment bien le nombre d'impacts, etc. Et après, il y a une photo de l'intérieur d'une pièce qui est explosée. Je ne sais pas vraiment trop ce que c'est. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pas tout à fait la même. Ça, c'est dans un village où dans un des innombrables villages, une innombrable maison où une innombrable famille a été massacrée. Donc, il y a eu des combats. L'armée syrienne a récupéré le village. Elle se retire et ce qui se passe habituellement, c'est que les milices rentrent et tuent ce qui reste. Là, en l'occurrence, ils ont tué à la baïonnette. Et c'est vous qui découvrez ça? Non, pas ça, pas cet incident-là. Wow. Mais on va ensuite faire l'enquête et c'est là qu'on trouve ce genre de maison. Il y a une photo d'après aussi avec un char qui est rentré dans le sol. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a dû taper fort. C'est moi quand je me gare. C'est pour ça que j'ai presque tous mes points. Non, mais ça c'était typique en fait, hein. C'était des attentats. C'est vous qui avez pris les photos? Ouais, j'en ai. Celle-là particulièrement, je sais plus. Enfin, c'est tellement typique que c'est possible. On en a vu tellement. Ça, c'est des attentats en fait. Hein. C'est au tracteur piégé ou à la voiture piégée. On le voit de l'autre côté, hein, après le char. Et il y a une dernière photo. Ah ouais, je sais, alors ok, je sais. C'est l'attentat de Mourhassan, donc c'est dans la vallée de l'Euphrate. Là, c'est un poste de l'armée syrienne. Et en fait, il y en avait un de chaque côté de la route. Et une nuit, un tracteur piégé a sauté. Dans la nuit, donc les soldats ont été tués. Énormément de soldats ont été tués. Ça, par contre, on est allé dessus dès qu'on a pu. Et ça tombe dans un énorme trou. En fait, le grand trou, c'est le tracteur piégé qui a explosé. Donc, il a créé ce trou-là. La flotte qu'il y a dedans, c'est parce qu'il a endommagé un château d'eau. Et le gars qui était là-dedans a voulu sauver ses copains dans la nuit et évacuer les blessés. Et en fait, il est tombé dans le trou. Donc, ça va faire encore un suraccident par rapport à ce qu'il y avait. Ah, waouh. Et donc, on arrive le lendemain, puis on récupère ce qu'il y a. Vous racontiez que vous étiez fait, à un moment donné, presque kidnappé. Et vous avez eu peur pour votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, c'était pas cet attentat-là, c'était un autre. Donc, on a été appelé sur une boucherie dans la zone des oléodiques. En fait, en Syrie, il y a du pétrole, un petit peu, pas beaucoup. Et notamment dans une zone particulière qui est désertique. Et donc, il y a des petits postes qui servent à pomper le pétrole. Voilà. Donc là, il y a des civils qui travaillent. Et puis, il y avait quelques soldats. Et ils ont été... et c'est là qu'on a compris ensuite que c'était Al-Qaïda qui était passé par là et non plus les rebelles. Ils ont été sortis de leur lit au milieu de la nuit et ils ont été exécutés à l'arme lourde. Donc nous, quand on arrive, il y a de la cervelle partout, on marche dedans et on est déjà assez secoué. Enfin, pas trop. Tout ça en 4 mois, hein. Enfin, toutes ces anecdotes-là, ça va. Ouais, en quelques semaines ou jours, hein, parfois. Ouais. Et donc on arrive prendre des photos puisqu'on est devenus les témoins. Hein. On n'est plus observateurs de la paix, on est devenus témoins de prendre tous les éléments qu'on peut pour rendre compte de ce qui se passe à la communauté internationale. Et on est un peu choqués, on ne fait pas gaffe à un signal. On aurait dû se méfier parce que le matin, une voiture s'était comportée très bizarrement avec nous. On n'y pense plus. Il fait super chaud, on est vachement fatigué, on s'est levé avant le jour. Et on veut après avoir fait notre enquête, on veut repartir vers des réseaux. Et on est bloqué sur un pont et là on tombe dans la fameuse embuscade d'Al-Qaïda. Et on négocie une partie de la journée comme un dossier professionnel, des avantages et des désavantages qu'il y aurait à nous égorger ou pas. Et moi j'ai un petit souci parce qu'il y en a un qui a jeté son dévolu sur moi et qui n'arrête pas de me sourire. Moi c'est le sourire dont je me souviens, mais chaleureux comme pas possible. Chaleureux.
Trop chaleureux, les mecs. Chaleureux, le mec chaleureux. Ils vont sortir de la voiture, en gros, c'est ça? Non, nous on sort, on est obligé de... De toute façon, on est dans une embuscade, il faut bien sortir. Hein. Parce qu'ils sont tous armés. Ouais, parce Vous que n'êtes pas armés du tout, il n'y a pas de 4x4 armés devant vous qui vous accompagnent. Non, rien. Pour comprendre Il faut négocier pour sa vie tout le temps. Il faut négocier pour sa vie tout le temps. Donc ils vous font descendre, vous descendez. Donc ils nous bloquent et nous on descend. On Ok. descend, on commence à discuter. Les mecs ressemblent à quoi? Ils sont À rien, cagoulés. honnêtement. Honnêtement, rien. C'est des types en mobilette, en moto. Et il y a un grand blond avec eux dont je parle, qui ne dit rien, donc on ne sait jamais son accent. Il peut être russe, il peut être autre chose, on ne sait pas trop. Et donc on commence à discuter. Et en fait, dès que ça commence à discuter, le type qui me sourit, il y a quelques phrases et puis il dit bah, moi, de toute façon, on va vous égorger. Et en fait, le type qui me sourit, il me dit mais. Et je lui dis bon, on va pas s'énerver, hein, on va appeler un ami au téléphone. Et donc il y a un rebelle, il y a un chef rebelle qu'on pense appeler. Et là il me dit il viendra pas te sauver aujourd'hui lui. Et donc on comprend qu'il. Puis à la première phrase on a su que c'était Al-Qaïda parce que la première phrase c'était Ben Laden, djihad international, Irak. Les koufars, alors que nous, on entendait les rebelles tout le temps parler de la Syrie, de la liberté, de la révolution. Donc là, on sait tout de suite que c'est Al-Qaïda, on n'est pas trop loin de la frontière irakienne. Vous avez peur à ce moment-là ou même pas? Bah, y a une partie du cerveau qui est complètement un lapin dans la lumière des phares et puis qui dit c'est pas possible, ça m'arrive pas, c'est pas possible, ça c'est dans les films, j'ai vu ça dans les films. Alors cette partie-là, c'est pas la plus utile. Hein. Et puis vous avez une autre partie du cerveau qui observe tout, qui est en hyper-vigilance. Exactement. Et puis qui se dit bon maintenant, et qui a pas peur en fait parce qu'il est trop occupé. Et donc le gars qui me dit qu'il va nous égorger, une fois qu'il m'a dit on l'appellera pas parce qu'aujourd'hui il viendra pas te sauver. Comme moi je suis une femme, là c'est pas une très bonne idée de me mettre en avant. Donc c'est 2 de mes camarades qui vont négocier et qui vont pendant discuter. J'ai pas vraiment de notion du temps, mais très longtemps sur les avantages qu'est nous égorger et ceux à ne pas nous égorger. Et on finit par trouver l'élément qui va nous sauver. Non, parce qu'en fait, c'était les premiers moments où Al-Qaïda arrivait en Syrie. Dans la veille, les Syriens détestaient ces mecs-là. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec eux. Et ils n'arrivaient pas à s'intégrer, en fait. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était pénétrer les rebelles, etc. Et on leur a expliqué que si on était égorgés, les rebelles ne leur pardonneraient pas. Et qu'ils ne pourraient pas s'implanter. Ce qui était vrai. Waouh. Ouais. Donc passez pas très loin quand même. Hein. Bah, ouais, à un autre moment, un peu plus tard, quelques mois ou années plus tard, je pense qu'on s'en sortait pas. Ouais. Vous avez déjà rencontré Bachar el-Assad? Croisé de loin. Et c'est assez bizarre. Parce qu'il est très calme, il est très grand. On ne croise pas au supermarché non plus. Non, ouais, c'est pas quand on achète ses tomates. Hein. Mais non, il y avait une délégation. Non, mais voilà, sans dire précis, si vous pouvez pas dire. Non, il y avait une délégation de l'ONU, il recevait beaucoup. Quoi. Hein. Et moi, j'avais aucun rôle en fait. J'étais à une certaine distance. J'avais aucun rôle du tout. Mais ce qui m'a, et j'entendais pas en plus ce qu'il se disait, mais ce qu'on m'a raconté, c'est qu'il était extrêmement poli, extrêmement courtois, extrêmement attentif, extrêmement empathique quand il discutait. D'ailleurs, comme il avait été décrit pendant qu'il était étudiant, etc., c'était pas un fou agité, hein, Bachar. Alors moi, j'ai eu aucun rôle là-dedans du tout. D'ailleurs, je le mentionne pas dans le livre parce que j'ai absolument aucun rôle là-dedans. Mais il a laissé cet effet-là aux gens de type super sympa. Et à un moment donné, vous parlez des Mukhabarat, qui est la sorte de police du gouvernement syrien. Vous racontez un truc assez incroyable. Vous dites qu'à un moment donné, ils vous suivent. Alors vous, quand même, vous n'avez pas peur. Vous partez en vacances avec votre papa en Syrie. Ouais, mais attendez, c'était avant la guerre. Hein. Oui, mais bon. C'était très calme. En fait, si vous respectiez... C'était pas si calme que ça. Vous avez raconté l'anecdote. Parce que, en fait, je les provoque. C'est ça le problème. Vous les provoquez? Ouais, enfin, j'essaie de leur jouer un sale tour et c'est juste pas une bonne idée, quoi. Non, j'aurais pas dû. Parce que, pour expliquer, il vous suivait avec une camionnette? Il me suivait tout le temps. Mais il ne faisait jamais de mal. Et d'ailleurs, ça faisait marrer tout le monde. Parce que moi, je descendais de voiture, je disais, bon, quitte à me suivre, vous ne pouvez pas me montrer la station-service. Et tout le monde, il disait, mais il n'y a qu'une expatriée qui peut faire ça. Hein, parce que sinon, eux, c'est pas des rigolos. Jamais un Syrien n'aurait fait ça. Ils en étaient terrorisés. Et en fait, j'emmène mon père en Syrie et je lui dis, bon, on va être suivi tout le temps par la police politique. Bon, il ne faut pas déconner quand même. C'est les Mukhabarat. Les Mukhabarat, ouais. Et il ne me croit pas. Il me dit, mais enfin, tes histoires un peu mytho. Je dis, bah écoute, c'est pas grave, je vais te montrer. Et donc, on part, on fait des centaines de kilomètres sur l'autoroute pour rejoindre, je sais plus quoi, des réseaux. Et il y a cette bagnole derrière nous sur l'autoroute, toute seule, noire, qui nous suit tout le temps. Puis quand on s'arrête, elle s'arrête. Enfin, je lui dis, oui, tu vois, ça c'est un signe. Voilà. Puis un soir, ça m'exaspère. Alors, ils nous interdisent rien. Vous allez faire le plein à un moment donné? Moi, ça fait des années que je vis en Syrie. J'ai un peu trop pris mes aises, globalement. J'ai un peu oublié que je suis pas chez moi. Et donc, j'arrive à l'hôtel et puis la personne qui tient l'hôtel dit à quelle heure vous repartez demain matin? Et c'est pour le dire à la sécurité, pour qu'il soit là. Et moi, je lui dis, bon, on part à 5 heures. Sauf que j'ai aucune intention de repartir à 5 heures. Et le lendemain matin, je me lève peinard à 7, 8 heures. On se brosse les dents, on prend notre temps et tout. Et ben, quand on sort, ils sont plus du tout aimables. Hein.
qu'on ait joué avec eux, qu'on les ait tenus éveillés toute la nuit, ils sont plus du tout aimables. Donc c'est un van entier, il y a les armes longues qui sortent. On entend de paix, hein, c'est pas du tout la guerre là. Et en fait, ils vont simplement tout autour de moi terroriser les gens. C'est là que je me rends compte de ce que c'est que les Mourabarat pour la population. Et je suis mortifiée parce qu'en fait, les gens, il y en a un qui il manque vomir sur la voiture. Dans une station-service, tout le monde me supplie de partir sans Ils payer. les voient tellement qu'ils savent que si... Ah, il a failli vomir. Moi, je l'ai entendu quand j'ai baissé ma vitre, je l'ai entendu quand il a vu le van derrière. J'ai entendu. Dans la station... Parce que ils sont connus pour prendre des gens dans les camionnettes et on les revoit plus, c'est ça en gros? Ah oui, mais ils sont connus pour faire ce qu'ils veulent surtout. Donc en fait, quand il a vu le van, le type a eu tellement peur que ça. Mais dans la station-service, tout le monde me suppliait de partir sans payer, ce qui était horrible. Hein. Les gens transpiraient de peur et tout. Et les Mourabarat m'ont juste donné une petite leçon. Tu vois, tu joues, on peut te pourrir la vie. Wow. Et donc ça, c'était un avertissement sans frais. J'ai plus jamais joué. Et quand la guerre est arrivée, mais je vous assure, à cette époque, honnêtement, un touriste ne craignait rien en Syrie. Il suivait les lignes. Et puis c'est tout, il ne craignait rien. Tout ça, c'est dans Quand s'avance l'ombre, hein, voilà, Mission à haut risque en Syrie, Enor Hacham, chez Mareuil Édition. On fait une petite expérience chimique. Allez, une petite expérience, on adore faire des petites expériences avec Amaury qui vient régulièrement dans l'émission. C'est parti, on y va. Tiens, mets-toi à gauche, mets-toi à gauche. Alors, on a reçu un bol avec de l'eau. On va accueillir Amaury qui a une chaîne YouTube et qui fait des expériences aussi qu'on aime beaucoup. On essaye de faire des choses, de comprendre un peu, tu sais, le métal, la chaleur, le froid. On fait plein d'expériences très différentes pour essayer de comprendre les changements d'état. Amaury a acheté un morceau de quelque chose. Il voulait faire une expérience aujourd'hui. On va l'applaudir. Je crois qu'il est là normalement. Ça va bien? Bonjour. Ouais. Alors, tu as un bol de confiture. Je vous ai ramené un petit pot de confiture avec Qu'est-ce que dedans du sodium. Donc le sodium, c'est un métal. Nous, on connaît souvent le chlorure de sodium, le sel par exemple. Et le sodium, quand on le met dans de l'eau, il prend feu, il explose. Il produit beaucoup de chaleur. Mais là, il est dans quoi là? Là, actuellement, il est dans l'huile de paraffine. Ah, c'est de l'huile, voilà, ok, je comprenais protéger pas de l'humidité de l'air. D'accord. Mais effectivement, quand on le met dans de l'eau, ça produit de l'hydrogène, qui est un gaz du coup qui est inflammable. Et vu que la réaction produit beaucoup de chaleur, l'hydrogène parfois prend feu et parfois ça peut être carrément explosif. D'accord. Donc ça veut dire que tu vas exploser quelque chose. C'est ce que je vous propose de tester. C'est le même type de métal qu'on a dans les batteries. Dans les batteries, on a souvent du lithium. Bah, c'est de la même classe de métal. On appelle ça des métaux alcalins. Et donc voilà, c'est des métaux qui réagissent très fort. Attends, et donc dans de l'eau. Tu le jettes dans l'eau, ça va prendre feu direct? Ça, tu vas voir. On va tester et tu vas voir, il va y avoir des petites flammes et ça explosera sans doute. Yes. Vas-y, tu sais quoi C'est toi le pro, hein. Frérot, je vous laisse, moi je reviens plus tard. Non, est-ce que le public, est-ce que vous voulez reculer un petit peu pour certains d'entre vous? Non mais pas beaucoup. Va aux toilettes te cacher et ferme la porte. En vrai, est-ce qu'il y a un risque ou pas? Non, ici, bon, il n'y a ça pas de va, risque, il n'y a pas de risque, tout va bien. Juste par contre, c'est une expérience qui n'est pas stable, genre les réactions peuvent changer, non pas qu'on puisse avoir une méga explosion, mais parfois juste ça explose pas. Donc bouchez-vous quand même les oreilles si jamais vous êtes sensible au bruit. Allez, vas-y, c'est parti. Ok, c'est parti. Alors, on va C'est se mettre sur la table. C'est bien. Ah, on la met là? Je sais pas. Je sais pas. Attends, j'en sais rien, vas-y, on fait ce qu'on veut. Hein. Pas de soucis. Hop là, attention. Super. Pardon, tu peux mettre ça si tu veux. Hop. Je vais s'installer les petites lunettes de chimistes, tous. Ok, pas de problème. Limite à la. Waouh. Je vous donne des gants. Ok, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire à Enora? On va lui faire couper le morceau de sodium. Est-ce qu'il y a un risque d'explosion? Non, il n'y a pas de risque Tant d'explosion. qu'il n'est pas dans l'eau, il n'y a pas de risque. Voilà, c'est ça. Alors, hop, alors je vais vous sortir le morceau de sodium. Et si on sortait le morceau là, vas-y. il paraît que c'est très impressionnant, parce que moi j'étais pas à la répétition, mais il paraît que c'est très impressionnant. Voilà. Je vais Et il prendre va mon falloir portable. couper un petit morceau. En tout cas, c'est dur. Ouais, c'est un peu dur, mais en même temps, Ouais. ça se coupe au couteau. Ce qui est assez On prend que ça? C'est bon. Ah, c'est du Ça métal. suffira, c'est vous allez voir. Waouh, C'est vraiment du métal. attendez, On excusez-moi, voit que je vais ça brille à vraiment faire un plan l'intérieur, de ouais. très près. On voit que ça brille à l'intérieur, effectivement. Voilà, on se rend pas compte, c'est comme un petit lingot d'or en fait, en gros, une petite barre de Ouais, métal, exactement. mais du métal mou. Voilà, c'est du métal qui est malléable. Très bien. Donc là, tu le remets tout de suite dans l'huile? On va le pourquoi? remettre dans l'huile parce que sinon en fait il risque de réagir avec l'humidité de l'air Ok. et donc prendre feu et on va éviter. Ah ouais, il peut prendre feu dans l'air? Ouais, mais il peut avec le temps, pas tout de suite. D'accord, évidemment, mais d'accord. c'est juste pour le conserver. Attends, juste un petit Et morceau on va, comme ça? on va le recouper en deux le morceau pour avoir deux morceaux qu'on va jeter en même temps. Qu'on va jeter. Je suis Super. tellement pas sûr de moi là sur cette expérience. Je vous propose, on va chacun prendre un morceau et on va les jeter ensemble dans le. Il faut se dans le bol. reculer tout de suite ou Il pas? faut, ouais, ça va réagir assez vite. Dis-nous frérot. Mais il est pas au courant de ce qui va se Attends, passer. Mais hein. si. Alors, elle est pour y aller sans lunettes et sans gants. Quoi. Elle peut rester au-dessus, y a pas de problème. Hein. Enora, elle est pas inquiète, elle a vécu plus dur. Si jamais ça prend pas feu, on recommence. On va déjà essayer avec ça. Alors, Attendez. Elle était au-dessus comme ça, yes. Est-ce que vous êtes prêts dans le public? Parce que vraiment. Non mais ça va. Non mais Tranquille. Et t'as l'impression que c'est une bombe. Non, c'est pas non plus. C'est un pétard, hein. Un gros pétard. Voilà. Allez. On jette ensemble, on fait un décompte. Ok, 3, 2, 1.
Ah ouais, oh là là. Reculez-vous, Nora, quand même. Ça peut exploser, c'est ça? On va attendre, on va voir. Ah putain. Ah ouais, quand même. Voilà. Ah oui. Ah ouais, Bravo. ça... Ah ouais. Quand même, hein. Voilà, donc c'est le même type de métal qu'on a dans des batteries. C'est pour ça, entre autres, qu'il ne faut pas mettre de batterie dans de... Ah ouais. Tout simplement. Ça vous a surpris? Enfin, je connaissais pas, ouais. C'est une petite explosion, quoi. Et là, par exemple, si tu faisais tomber le gros morceau que vous avez coupé, Ouais. là, par contre, tu vas partir en courant. Oui, là, pour le coup, vraiment, faut pas hésiter à partir. Là, c'est tout le monde Ouais, part, non, c'est là, évacuation clairement, générale. Ouais. Ça C'est a bon, ça pris... fait des bruits encore. Ouais, il y a peut-être des petits Ah bon morceaux encore casse, non mais c'est rien. Paf. C'est le morceau là. Ah oui, là, recule-toi. Regarde, oh Là. Oh là là. Toi aussi, hein. Ah ouais, oh là là, merde. Bon bah super, Ça, c'est... Ouais. c'est bon. Ah, c'est marrant, je sais bon. pas. Bon, bah, il y aura une marque dans le décor pour les prochaines Tu vas tourner, émissions, toi, hein. hein. On se Ouais. rappellera. J'ai un peu marqué le décor. Lèche un peu comme désolé. ça sur ton main. En tout cas, voilà, on met ton lien aussi, Made by Amaury, Yes, ta merci chaîne beaucoup. que tu développes de plus en plus et c'est génial. Merci beaucoup. Merci. C'est bien de vulgariser un peu la science. Merci mille fois. Bravo, Amaury. Ah, bravo Amaury vient de nous Merci, cramer le dégueulasse plateau, le studio, quand même. merci beaucoup. Ouais. Tout le public pourra se dire, moi j'étais là le jour où ça s'est passé. Vous voyez, on a mis des scotch gris, je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais pour cacher. Donc vraiment, on a nettoyé entre-temps, pour tout vous dire. On avait peur qu'il y ait un autre petit morceau qui prenne feu, etc. Alors, impressionné? Ouais. Merci en tout cas de venir et de prendre le temps d'expliquer un petit peu. Observateur de l'ONU, je ne savais pas comment ça se passait. C'est très intéressant que vous puissiez nous expliquer ce que vous voyez de l'intérieur. Et dans le livre que vous avez écrit, là, qui s'appelle « Quand s'avance l'ombre », il y a vraiment beaucoup. Alors, là, on donne quelques anecdotes, mais il y en a beaucoup à l'intérieur. Vous voyez, il est vraiment très épais. Nous, on a lu l'entièreté pour pouvoir un peu surligner les meilleurs moments. Quand vous vous échappez à un moment donné en Syrie d'un attentat qu'on a vu tout à l'heure avec le char, c'est ça? Ouais. Vous croisez un camion de l'armée syrienne en flammes. Est-ce que vous pouvez expliquer ce moment qui est inexplicable? Donc on quitte les lieux de cet attentat et on tombe dans des combats entre les rebelles et l'armée syrienne. Et on croise un camion de l'armée syrienne et à l'intérieur, on est juste à côté, on est à son niveau quoi. Et à l'intérieur de la cabine, il y a un soldat syrien qui brûle. Mais qui est en vie encore? Oui. On peut rien faire parce que c'est tellement chaud, il y a une telle chaleur. Les pompiers que vous invitez, demandez-leur, mais vous ne pouvez pas du tout approcher de la zone, enfin du camion. Et en fait, il a aucune chance, il va mourir brûlé vif. Et Et on voit à ce moment-là, du coup, j'imagine. je ne sais pas s'il me voit encore, mais moi je décide de le regarder jusqu'au bout, Ok, pour qu'il ne soit pas seul quand il Ouais, meurt. ouais. Regardez vraiment, jusqu'au bout. Pour pas qu'il soit seul Pas au tout seul, moment où il meurt. Et je me dis, si moi j'étais à sa place, est-ce que la dernière chose que je voudrais voir, c'est quelqu'un qui se détourne? Ouais. Alors je décide de le regarder jusqu'au bout. Mais ça fait pas partie des choses qui vous font faire des cauchemars aussi après? Bah, oui, ça peut arriver, mais enfin, bon, en l'occurrence, bah, ça vous. En fait, il faut comprendre. Vous abandonnez un être vivant. Moi, si vous voulez, vous pouvez me montrer beaucoup de cadavres. C'est pas que j'aime ça, hein, mais ils sont morts, quoi. C'est fini, c'est terminé. Alors que là, c'est un vivant qui meurt devant vous. Et même si vous pouvez rien faire, vous vous sentez l'abandonner quelque part. Et le camion brûle, il n'arrive pas à sortir, il est bloqué. C'est Ouais. quoi? Il a pris un missile Non, il a dû prendre le réservoir a peut-être été touché ou j'en sais rien, mais c'est surtout dans la cabine de mémoire. Je me souviens plus quel genre de camion c'était, mais enfin lui il est en flammes dans la cabine. Et je sais pas s'il me voit encore, mais moi je décide de rester, de le regarder jusqu'au bout. C'est à quel moment le cauchemar que vous racontez? Ça nous a beaucoup marqué nos bureaux. Ah, c'est l'unique cauchemar, mais ça je suis rentrée en France. La mission c'est est le retour. terminée. Ouais, la mission est terminée et je suis stagiaire à l'école de guerre. Truc super paisible. Et en fait, Après la Syrie. je me surveille énormément. Comme j'ai une grosse expérience dans ce domaine-là, enfin personnel, je me surveille et je fais un cauchemar. Et en fait, sur ce cauchemar, je suis allongée sur une planche et il y a des tortionnaires qui arrivent et qui me... enfin non, c'est pas vrai, pardon. Et en fait, ils me posent une sorte de pic à glace sur l'œil et d'un coup de marteau sec, ils me l'enfoncent dans le cerveau. Et je me dis, ça, c'est mon cerveau qui me dit qu'il va pas très bien, quoi. Ah oui, effectivement, mais c'est... Et en fait, il me dit qu'il a très très mal. Et donc je me dis, ok pour un cauchemar, ça peut arriver. Mais il est tellement toxique, je le sens tellement grave ce cauchemar que si jamais j'en ai un deuxième,
pareil ou à peu près semblable, j'irai consulter tout de suite, j'arrête tout et je vais me faire soigner. Ah ouais. Et je l'ai plus jamais eu. Parce que vous avez eu un post-trauma, un syndrome post-trauma. Ouais, mais je l'avais fait soigner très longtemps avant. Soigner, et je tiens à le dire ici, alors surtout peut-être d'autres publics qui vous regardent, mais on peut en guérir complètement. Je tiens encore à le dire. On en guérit complètement d'un syndrome post-traumatique lorsqu'on est soigné de façon appropriée. Donc moi, j'en avais guéri et j'ai découvert en Syrie que j'avais une sorte de protection psychique très très solide, que les autres n'avaient pas forcément. Mais je me suis surveillée parce qu'il faut être très humble avec son cerveau. Hein. Et au retour, quand j'ai eu ce cauchemar, je me suis dit un seul. Sinon, j'arrête tout et je vais me faire soigner. Et vous dites que vous avez une résistance énorme aussi avec les cadavres. Vous dites à un moment donné, il y a quelqu'un qui a les 2 tiers de la tête en moins et vous allez leur faire des gestes d'affection. Ouais. Ouais. Vous arrivez à tenir. Vous dites peut-être parce que je suis une femme. Oui, un homme, je ne pense pas qu'il aurait pu avoir ce geste et qu'il aurait été compris. Je ne le fais pas tellement pour les morts. C'est l'attentat de tout à l'heure, là, quand le blindé est dans le trou d'eau. Les soldats qui meurent cette nuit-là, alors leurs copains les ont mis dans des couvertures et en fait ils sont vidés de leur sang. Les couvertures sont vachement dures à ouvrir et les soldats veulent plus rouvrir la couverture de leurs potes. Parce que vu l'état des corps, ils veulent pas voir leurs potes, ils veulent plus les voir. Alors il y a un moment qui est vraiment pénible où ils font semblant de perdre le couteau pour ouvrir, etc. C'est très très pénible. Et en fait, on ouvre les couvertures, c'est notre métier de prendre les photos, donc on ouvre les couvertures. Moi, je prends les photos, c'est d'ailleurs la première fois où mes mains tremblent, je les prends 50 fois les photos. Et à la fin, les soldats autour sont tellement tétanisés d'avoir revu leurs copains. Et c'est comme au Liban, ils se disent, moi peut-être je reste peut-être là demain, quoi. Et donc en fait, je sais pas, c'était pas calculé, mais sur chaque couverture que je vais refermer, je vais caresser l'endroit de la tête, comme si c'était un petit enfant en fait. Et je le caresse, pareil, pour qu'il... C'est tellement violent tout ce qui s'est passé que c'est pour apporter un peu d'humain, de douceur en fait. Et en fait, alors évidemment, ils sont morts les pauvres gars, mais tout autour, les soldats ensuite vont complètement changer de comportement avec moi. Et je serai hyper bien accueillie partout. Et je deviens presque la seule personne à qui ils parlent. Mais c'est aussi parce que je suis une femme, mais c'était pas calculé, mais ça a eu un gros impact. Ah, wow. Quand vous parliez du soldat qui a été brûlé, vous êtes resté le regarder jusqu'au bout. Donc vous dites, hein, il est impossible de s'en approcher pour ouvrir la porte en raison de la chaleur dégagée par les flammes, etc. Et vous racontez l'histoire dans le livre et vous dites à un moment donné, vous écrivez que le corps de ce soldat, du coup, a été ramené en fait, à l'armée par les rebelles qui ont donc tué ce soldat. Oui. Et ils les ont laissés passer au checkpoint pour ramener les cadavres. Et c'est nous qui avons fait la négociation. Là, on a un de mes collègues olysiens a vraiment piqué un coup de colère. Et a engueulé les rebelles en disant « mais enfin, on est là pour un cessez-le-feu, qu'est-ce que vous faites avec vos attentats, etc., brûler les camions ?» Et en fait, pour se faire pardonner, les rebelles vont dire ben, « on va remorquer le camion et on va le donner à l'armée syrienne. » Et le camion, il tombe en ruine, il n'est pas remorquable. Donc ils arrivent à reprendre le corps, à le mettre dans une couverture. Et en fait, ils vont passer 7 checkpoints de l'armée syrienne. Nous, on n'arrive même pas à croire que ça peut arriver. Ils le déposent au cœur. Sans se faire tirer dessus, du coup. Sans se faire tirer dessus. Ils le déposent devant l'hôpital militaire. Pour s'excuser. Oui, ils le déposent, ils repartent. Et en fait, cette nuit-là, il n'y aura aucun tir. Même au retour? Au retour, non. Ils auraient pu les piéger en disant... Non, il n'y aura pas de... Il n'y a aucun tir cette nuit-là. Wow. C'est des journées... Non, mais vous êtes super dangereux. Vous avez eu du bon et du mauvais dans les 2 camps ou pas? J'ai eu du très bon et du très mauvais dans les 2 camps. Ce que vous dites dans le livre? Oui. Oui, à un moment, notamment dans Réveil de l'Euphrate, je vois, toujours à cet endroit-là de l'attentat, il y a un jeune lieutenant-colonel qui est phénoménal de courage, de charisme. Et quelques temps plus tard, je vais dans la zone rebelle et il y a un autre lieutenant-colonel qui est phénoménal de courage et de charisme. Et je me dis pourvu qu'ils aient jamais à se battre tous les deux, quoi. Au moins, pas ces deux-là, quoi. Pas ces deux-là. Mais j'en ai vu, oui, il y a même un de mes collègues onusiens qui disait mais moi, j'ai envie de rejoindre cette révolution juste pour le suivre, ce mec. Ah, c'est vrai? Ouais. Des mecs charismatiques, etc. Ouais. Il y a une photo de vous en treillis avec un t-shirt vert, si on peut la retrouver en régie. Petit côté Lara Croft. Hein. Ça, c'est au Liban, ça. C'est au Liban. Sur la photo d'après, pardon, en fait, vous avez le casque bleu, du coup, dans la main, avec un petit chien ou une petite chèvre. Il y a 2 chiots. Ça, c'est les moments de guerre, en fait, où vous avez juste, il y a un petit moment d'humain qui arrive. C'est au Liban, les Israéliens ont tiré sur un poste, beaucoup de gens sont morts, et les chiens qui protégeaient ce poste sont morts aussi. Et donc je vais chercher, je crois que je connais tous les chiots de la région au Liban, et je vais chercher dans mon casque 2 chiots
pour consoler les observateurs et qu'on reconstitue le poste. Et vous avez un patch France Oui, dessus. Il y a oui. une fois, vous avez dû l'enlever. Alors c'est pas celui-là. En fait, quand vous avez la veste, normalement vous avez des patchs avec des scratchs qui s'arrachent. Oui, bah c'est. Et alors là on est au Même Liban, chose. mais pendant la mission en Syrie, j'ai même jeté mon patch France. Que j'aurais jamais cru que je ferais ça de ma carrière pour être plus en sécurité, parce que je veux pas qu'on trouve mon patch France dans mes affaires. Si on vous enlève. Voilà, c'est pas la peine de rajouter des problèmes aux problèmes. Et puis la France n'était pas toujours bien vue par les uns ou par les autres, donc j'ai jeté. Et vous dites que les Russes. Les Russes ils faisaient pareil. Mais ils disent pas qu'ils sont Russes. Ah non, ils disent qu'ils sont ukrainiens. Alors, Non. quand on connaît la situation actuelle, non, ils disent tous qu'ils... Enfin, d'abord, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais eux, ils sont vraiment en danger de mort. Les habitants, vraiment, les détestent. Et eux, ils se font passer pour Ukrainiens. Et il y avait un Kirghiz qui était mort de trouille, hein, parce que... c'est qu'un Kirghiz, pardon. Bah, c'est Asie centrale, pareil. Et en fait, il avait peur, lui, d'être pris pour un Russe. Et donc, il ne voulait pas signer les rapports, rien du tout. Il avait profil bas. Il disait, pourvu qu'on ne me prenne pas pour un Russe. Waouh. Ok. Vous faites passer pour une Suissesse, vous c'est le truc, vous dites. Ouais. Mais en fait, au Moyen-Orient, une Française, ça a vraiment l'air d'une Française. Et donc, en fait, ça signalait surtout aux gens, venez pas me chercher sur l'aspect France. Voilà, c'est pas le... Pour terminer, vous racontez une histoire dans un hôpital Ouais, à Alep. Il y en avait plusieurs, ouais. Il vous arrivait deux choses, notamment dans l'hôpital d'Alep. Il y avait les moukabarats qui étaient là, et vous voyez un homme et vous prenez une décision. Est-ce que vous pouvez expliquer cette histoire? Alors déjà, on vient de prendre pas mal de risques pour découvrir une pièce secrète qu'on n'aurait pas dû découvrir avec l'un de mes collègues onusiens. Et on découvre la preuve que l'hôpital, en fait, sert de zone, non pas de torture, mais pour préparer des gens à les emmener à la torture. Et donc c'est simple, hein, le régime faisait tirer dans le ventre des gens allaient à l'hôpital. À l'hôpital, tous les blessés par balle, ils finissaient dans cette pièce, après ils étaient emmenés à la torture, on ne voyait plus. Mais personne n'avait la preuve de ça. Et nous, on la découvre. Et on trouve un blessé, un gars de l'ASL, avec des drains qui lui sortent du ventre, etc., parce qu'on lui a tiré dans le ventre, donc. Et mon camarade des droits de l'homme se penche vers lui parle avec l'interprète, et le type, il dégouline de transpiration et de terreur, il sait très bien son sort. Et il s'agite, et moi, ce que je vois, c'est tous les drains qui se remplissent de sang. Et je comprends, en fait, les sutures, elles ont lâché dans son ventre. Et donc, en fait, la décision, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Puisqu'il va être emmené à la torture. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis? Est-ce que j'appelle quelqu'un pour le soigner? Et après, il partira à la torture? Est-ce que je dis rien? Pour qu'il meure. Pour qu'il meure? Est-ce que je lui dis à lui qu'il prenne la décision? Si jamais il est emmené sous la torture, combien de gens vont être dénoncés, vont mourir? Ah ouais. Et donc... Prenez quelle décision? Je prends la décision de ne pas de le dire à personne. Et de me dire il a peut-être une chance de mourir sans s'en rendre compte. Et s'il s'en rend compte, le choix sera le sien. Et si quelqu'un d'autre s'en rend compte, son destin reprend son cours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Autre histoire à l'hôpital. Il y en a eu pas mal hein, dans l'hôpital. Ouais, on va en citer deux. Il y a un médecin qui se sacrifie pour vous dire un truc alors qu'il sait qu'il va être tué du coup à cause de ça. C'est le règne de la terreur dans l'hôpital parce qu'il fait entièrement partie du système carcéral, cet hôpital. Et à un moment, il y a un interne. Il est devant d'autres personnels médicaux, mais il y a des mouhabarats un peu partout. Et il nous dit les civils ne devraient pas venir ici. Et on lui dit pourquoi? Puis là, il se tait. Donc on lui dit tu veux pas nous raccompagner à la sortie juste pour voir on pouvait prendre son contact, son numéro, quelque chose. Et en fait, il change d'avis. Il nous dit, il dit à l'interprète, nous on marche un peu derrière pour le protéger des mouhabarats qui sont derrière. Et là il dit les civils ne devraient pas venir. L'interprète dit pourquoi? Parce qu'ils sont emmenés. Ils sont emmenés où? À la mort. Et là il nous dit, et puis maintenant si vous voulez, je vous emmène dans les salles de réveil, vous allez voir des blessés par balle. Et quand il fait ça, c'est le sujet tabou qu'il est en train de nous montrer. Et moi, je dis, parce que c'est vrai, je marchais à côté d'un homme qui était déjà mort. Et qui savait qu'il était déjà mort, qu'il jamais il pourrait s'en sortir. Et donc nous, on prend les informations, et au moment où on sort, toute son équipe médicale se sacrifie avec lui, et vient nous dire, vous voyez, les mouhabarats, là, ils viennent de nous dire qu'ils nous ont menacés tout le temps, et nous, on vous confirme qu'il ne faut pas que les blessés viennent ici, et qu'on emmène les blessés par balle à la mort. Et en faisant ça, toute l'équipe se sacrifie pour sauver les habitants d'Alep. Ok. C'est tellement dur ce que vous vivez. Dans le livre, vous racontez que vous finissez en 2012, je crois, cette mission, que vous rentrez. Et vous dites un truc, mais cette phrase, elle est lourde hein, quand même. Dans le livre, vous dites « ça fait longtemps que je n'ai pas ri ». Ouais, non, ça c'était quand j'ai eu le PTSD au Liban, ma personnalité change.
Donc c'est là où les gens commencent à me dire, mais toi, tu vas pas bien quand tu es venu dans... Donc c'est bien avant la guerre en Syrie. Et puis là, on me dit, mais... Et tout à coup, je réalise que ça fait longtemps que j'ai pas ri. J'ai changé de personnalité. Je me suis devenue... j'ai des sauts d'humeur. Je prends tout au sérieux. J'ai plus d'humour. Et je me rends compte quand ils me disent, tu sais, toi, tu vas pas bien. Je me rends compte que ça fait longtemps que j'ai pas ri. Et après, dans la guerre, je mentionne le rire à plusieurs moments. Parce que le rire, il a plusieurs... il peut dire plusieurs choses. Là, vous êtes plus sur la Syrie, sans dire exactement, vous faites d'autres choses. Oui. Mais comment vous allez? Ah, mais moi, je vais bien. Mais attention, il faut être très humble. Moi, ce que je recommande, hein, après chacun fait ce qu'il veut, mais dans les métiers qui sont les nôtres, donc police, urgentiste, pompier, etc., c'est de régulièrement faire soigner le disque dur. Pas attendre que ça aille très mal. Chez un psychologue. Ouais. Alors, il y a plein de thérapies différentes, chacun a la sienne, celle qui lui convient. Mais le fait de faire nettoyer régulièrement le disque dur, c'est un peu comme si vous soignez au fur et à mesure ce qui peut être un petit peu endommagé, et ça vous évite le gros crash ensuite. Vous avez eu la Légion d'honneur? Ouais. Suite à cette mission ou à d'autres choses? À tout. Okay. On raconte 1% de la vie de madame, en fait. Vous comprenez ça? Il y a plein de choses qu'on ne racontera pas, évidemment, mais on va terminer par une innovation, si vous voulez bien. Je sais pas. Hein. Arrêtez d'innover. Hein. On va essayer de rigoler une bonne fois pour toutes. Ouais. Avec un bijou, en tout cas, qui peut sauver les femmes qui sont agressées. D'accord. Donc je vais en Syrie, j'appuie sur un bouton, sur un bijou. Alors, je ne sais pas si ça marchera pour la Syrie. Ok. Mais en tout cas, quand on rentre chez soi ou qu'on bosse un peu loin de chez soi, qu'on prend les transports en commun ou quoi, etc., ça peut aider. Et je pense que même si ça peut aider que quelques personnes, ça sera au moins utile. Vous voulez bien qu'on monte les bijoux? Ok. Alors, on va montrer des bijoux, du coup, connectés, qui permettent, en cas d'agression, soit de déclencher les secours, soit de déclencher carrément un système autour de vous, vous allez voir, qui est unique. C'est une innovation, on le montre maintenant. C'est parti. Alors, le premier, on en a deux, ok, 2 bracelets, 2 bijoux pour montrer un petit peu qu'on peut se sauver d'une manière ou d'une autre. Et là, on a un bracelet qui s'appelle My Ellie. Voilà, la défense connectée. Est-ce que vous pouvez le mettre, ce bracelet? Elle est méfiante surtout, j'adore. Ouais. Non, ça va rien vous faire. Hein. Ça, c'est un bouton poussoir, en fait, à l'intérieur. En cas d'agression, c'est ça? En gros, c'est un bracelet donc, créé par une fille qui s'appelle Ludivine à Bordeaux, qu'on embrasse. Et en janvier de cette année, il était récompensé à Las Vegas, au CES. En fait, au Salon mondial de l'innovation technologique, ça coûte 95 €. Vous allez, si vous voulez, appuyer après. Un clic, c'est appel d'urgence. Vous vous faites emmerder dans la rue, clac, pam, un petit coup. Quand vous rentrez chez vous, vous faites 2 petits coups. Ça envoie un message à plusieurs contacts que vous avez choisis pour dire « je suis bien rentré ». Et si vous appuyez qu'une seule fois, ça va déclencher en fait. Vous avez relié ça toujours à votre téléphone. Donc hop, c'est relié à un téléphone, d'accord, on imagine dans votre poche. Et ça, c'est le téléphone de secours, d'accord, d'un autre membre de mon équipe, Sébastien. En gros, si vous appuyez une fois, allez-y, si vous voulez bien, regardez bien. Tac, voilà. Ça va appeler? Voilà, Ah, hop. yes. Ok, alarme. Et là, ça va. Donc là, ça déclenche. Écoutez bien maintenant ce que ça dit. Marion est en insécurité. Veuillez contacter immédiatement la police. Marion est en insécurité. Veuillez contacter immédiatement Bon, la la police. Donc là, ça veut dire que voilà, je suis en danger, tu peux me suivre. Ça envoie, vous voyez sur le SMS ici, tu peux suivre ma position d'insécurité en temps réel. Et là, vous pouvez envoyer directement à la police pour retrouver. Imagine, on vous enlève discrètement. Bam. C'est pas mal quand même. Hein. C'est bien, c'est bien. Et en plus, là, il y a un micro à l'intérieur. Et donc là, ça déclenche. Non. Non. Et là, en fait, on va entendre du coup tout ce qui s'est passé, enregistrement audio. Et en fait, vous pouvez aller voir à l'intérieur, voilà, mes enregistrements audio. Et là, on entend exactement ce qui s'est passé depuis tout à l'heure. On nous Bon, entend quoi? ouais, bon, là, c'est parce On que nous c'est quand entend. ils ont amené le truc, etc., machin. Ok. Mais en gros, il faut attendre quelques secondes, ça va apparaître sur l'application. Et donc, si vous faites emmerder, etc., vous pouvez prouver qu'il y a eu des insultes, des machins, des trucs, ça enregistre. C'est quand même pas mal. Pas cher en plus. Même pour parfois, entre couples, il y a des couples qui peuvent être violents, des hommes, etc., ça peut quand même enregistrer, c'est pas mal. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont reçu le prix, et c'est français, à Las Vegas, au CES, qui a un Bravo, gros Ludivine. Félicitations à eux. Ça s'en va. Pas mal, non? Voilà. En fait, j'ai plein de potes policiers et je peux leur dire on se retrouve au bar. Et C'est top ce truc. ça peut avoir Et deux c'est- utilisations. C'est énorme. Ah ouais, c'est top. Je m'attendais pas à une vanne comme ça à ce moment-là, mais il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai. hein. Pas si mal, non, en Non, vrai. non, c'est bien, c'est bien, Alors, c'est bien. évidemment, pour un pays comme la Syrie, etc., machin, quand vous partez en mission, mais quoi que c'est une puce GPS, mais j'imagine que vous en avez ailleurs. Hein? Là, vous n'avez pas de puce GPS si vous vous faites enlever des trucs comme ça? Vous Qui est avez pas, non? malade? Faut pas dire, faut pas dire. T'as pas une puce GPS Euh, quelque part? Et alors? Non, mais je pensais, vous n'avez pas, quand vous partez en mission de l'ONU, des GPS? Jamais j'aurais fait ça en Syrie.
C'est vrai? Jamais j'aurais emmené quelque chose avec moi en Syrie. Parce que si jamais ils étaient tombés dessus et ils fouillent tout le temps les chambres d'hôtel, j'aurais été accusée d'espionnage pour le coup. Ce qui n'a rien à voir avec de faire du renseignement pour l'ONU. Et là, c'était moi qui partais en prison. Ah waouh. Ouais. Alors ça, c'est un autre bracelet. Là, c'est un collier C'est carrément. pour se faire agresser, ça. Ça s'appelle Bijou Protect. Ça s'appelle Bijou Protect de Laurent Ferreira. Et alors, il faut qu'on se mette il faut qu'on se mette une combinaison. Ah, Si ouais. vous voulez bien. Est-ce que vous voulez le faire ou vous voulez qu'on le fasse faire par quelqu'un d'autre? Le principe est simple. Vous avez un collier. Vous vous faites agresser, vous tirez. Vous le mettez sur truc Jimmy bleu. et j'actionne le bouton. Vous voulez qu'on fasse ça? J'actionne le bouton. On se met une c'est quoi combi. ça Ah ouais. Bah, en fait, on tire C'est dessus. vraiment une merde, regarde. Et ça déclenche, apparemment, ça déclenche une odeur qui est absolument c'est ça. abominable. Je te laisse le mettre. Ça pue vraiment fort? Attends, de quoi? Ça pue vraiment fort? J'en sais rien. Vu comment tout est carte, à mon avis, ça pue. Ouais, non, mais je sais moi, pas, Je comprends métro. Hein. J'ai pas te le cacher, j'ai jamais fait. On va Dès que voir. mon pull va être fichu, je dois ouais. mettre ça. De quoi? Mon pull va être fichu, je dois mettre ça. Attends, vas-y. On va se mettre, on s'équipe et on se retrouve après. Bam, c'est bon. On est équipé. Tu m'agresses ou quoi? Alors, en fait, attends, mets-toi là. Donc là, moi, je vais être l'agresseur, ok? Jimmy est l'agressé. La victime. Donc en gros, tu as un collier. Attention. Et quand je vais arriver, je vais dire, vas-y, ça, Ouais, quoi, ça, quoi, fais hop, gaffe. là, tu vas tirer. Attention, j'ai un collier. Voilà, c'est ça. Faire attention. Tu vas tirer. Et en théorie, il y a un truc qui va partir, mais je sais pas vers où. C'est quoi? J'ai hyper peur que ça ne Si c'est parte. un gorille qui a fait ça, je le fais pas. Y a pas... J'ai rien pour les yeux ou quoi. Ouais, je me dis, non, est-ce que ça gicle fort ou. Ça dépend des soirs, tu sais, ça dépend. Y a personne du public qui veut tirer à ma place? Non, personne veut tirer. Bon, vas-y. Alors, vas-y, je Tu m'agresses? Vas-y, Attends. agresse-moi. Ah, Non, putain, attends, il j'ai faut bien peur, que tu j'ai montres. peur, Non, ça attends, va sur moi. faut bien que tu montres à la caméra en fait. Fais ça? Non, mais reste loin. Attends, mais frérot, j'ai pas envie de le faire. Attends, tu m'agresses, c'est toi qui as peur. Oui, bah. Agresse-moi. Eh ben, comme quoi. Non, mais arrête, attends. Ah, mais comme quoi ça marche, tu vois, tu dis, attention. Hein. J'ai un collier. Non, mais le mets pas, non, mais pas aussi loin, mais pas vers moi, mais vers le bas. Ça fait absolument rien. Mais c'est vrai que ça pue là, tout petit peu. Ça sent bref. Ah, ça pue la merde. Ah ouais, Ouais. Ah, si, ça pue la merde. Ah ouais. Et en... c'est moi qui fais agresser. Ok. Ah, ok. Mais c'est toi qui te barres avant que l'agresseur, je pense. Mais non, mais en vrai, c'est pas si bête que ça. C'est-à-dire que si tu tombes sur un taré, tu vois, qui t'agresse sexuellement, C'est sur la tu poubelle, fais ça. c'est sur la poubelle qui est restée 3 Bah en semaines. fait tu le repousses parce que tu pues quoi. Ouais, c'est en ça. vrai. Ah, non ouais. mais en vrai Ouais, c'est ouais. tellement, c'est un répulsif là, c'est Ah, vraiment ouais, horrible. Là. Tu vois. Vous pouvez dire ici Nora, on va se dire au revoir là. Je vais prendre le livre. Mais ça pue. On va se mettre ici, on va se mettre ici. C'est vrai que ça pue, hein. De quoi? Ça pue, hein. Ouais, c'est pas GG. Vous ça sentez pas non? Oh putain. C'est pas. Si, ça sent. Si, ça commence à venir, ouais. Vous inquiétez pas, ça va. Ouais, ça Si pue. vous voulez péter, c'est maintenant. Non, c'est vraiment une catastrophe. En tout cas, Enora Cham est avec nous quand s'avance l'ombre. Mission à Auris en Syrie. Chez Maroy Édition. Avec plein d'anecdotes. Félicitations pour tout ce que vous avez fait. Merci. Merci d'être venu, colonel. Voilà. C'est ça qu'on dit? Oui. Voilà, Oui, c'est bon, j'ai parfait. appris. Merci pour toutes les anecdotes et voilà, on vous pose pas trop de questions sur la suite et sur tout ça, mais en tout cas, félicitations pour le livre. Merci encore à Louis de Mareuil pour les éditions. On vous embrasse tous. On se retrouve la semaine prochaine dans une autre émission avec Jimmy Labo. Et à la semaine prochaine, comme tu fais, merci d'être là.